Et bonjour mes fragiles. Allez, je vous montre. Ça sera plus beau que des paroles. Hop. Allez, voilà le décor dans lequel on va évoluer toute la journée. Les marais salins d'Aigues-Mortes pour la course de la baleine, première édition. C'est organisé par le Grand Raid de Camargue et bien sûr avec la baleine, le sel de la baleine. Je pense que ça va être un grand moment. Les paysages sont magnifiques, c'est chargé d'histoire ici. On a Aigues-Mortes, la ville d'Aigues-Mortes un peu plus loin, dont on verra les remparts. Et puis c'est chargé d'histoire évidemment. on va en parler pendant cette course. Et puis on va prendre un bon moment, j'espère. On va vous demander, s'il vous plaît, mes coureurs, on va pas vous en faire des caisses, hein, parce qu'on partait sur 58 bornes, on sait que c'est compliqué. Il y en a même qui se sont mis en mode cambriolage avec les bœufs sur la tête. Il me fait peur, mon ami. On va vous demander de lever les mains vers le ciel, autant qu'il fait beau, s'il vous plaît. On lève les mains vers le ciel, on les écarte, et chaque fois que je dis check, on tape dedans, d'accord? On écarte les mains, ça va être pour l'organisation, pour le remercier. On écarte et ça fait check, 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 check. Check, 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 check. Applaudissements, chers spectateurs. Merci Stéphane. Alors il y a toujours des barbus, des poilus devant, on voit rarement des jeunes dames. Mesdames, pas de place là, venez ici, voilà, venez ici, ça va me chercher des poilus, des barbus, on vous aime bien les garçons. Un peu de, voilà. C'est de bête, une caméra, c'est ça. On est bon, allez. Il y en a une petite musique pour le départ, s'il te plaît, mon ami. Si tu peux monter le son, on va les faire partir pour pas 10, pas 20, pas 30, pas 40, pas 50, mais le jour où on va pour 58 km. 58 km de bonheur pour la première course de la journée. On va lever la banderole. Et mon Philippe, quand tu veux, on attaque le décompte. Non. Ah non, ils sont pas là, mais on va décoller les barres du demi-heure. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne course à tous. Avec le smiley, n'oubliez pas sur la ligne de tous. Allez mes fragiles. Donc c'est parti pour 58 km de plat. Ça va nous changer. Et puis l'idée, je pense que ça va être un peu comme un Millau, de faire 2,5 km de course, 1 minute de marche et alterner. Et avec ça on devra arriver au bout assez bien. Ça me laissera le temps de vous parler un petit peu de toute l'histoire qui se cache derrière ces millénaires de culture du sel notamment. Allez mes fragiles, donc on commence un peu cette histoire. J'ai dû enlever mon kawaii parce que il est déjà trop chaud. Donc on en revient à nos moutons. L'exploitation du sel. Allez comme c'est beau. Attendez. Hop. L'exploitation du sel, elle date évidemment
depuis les Romains, en tout cas les premières traces, c'est les Romains. Et c'est un certain Pécus. Faut pas oublier le S, hein. Sinon ça fait PQ. Non mais Pécus qui a décidé d'organiser un petit peu les marais, parce que bien sûr le sel était déjà là avant les Romains. Et bien le sel, c'était et c'est toujours l'or blanc. Ça servait à la conservation, et ça sert toujours d'ailleurs, de la viande, du poisson. Ça servait à payer les impôts. Et puis même au salaire des légionnaires romains. D'ailleurs, le mot salaire, ça vient de salarium. Donc on payait les Romains avec une portion de sel, et c'était une monnaie d'échange parce que c'était coûteux. Donc aujourd'hui, quand vous touchez votre salaire, eh ben pensez qu'à l'époque c'était une ration de sel. Allez, je suis en train de regarder des superbes chevaux camarguais blancs, et ça me fait penser que il y a bien sûr, comme dans toutes les régions de France, des mythes et légendes. Et ici à Aigues-Mortes, c'est l'Oudrapé. L'Oudrapé, c'est ce qu'on racontait, ce qu'on raconte peut-être encore aux enfants, pour un peu comme le grand méchant loup, pour pas qu'ils sortent le soir près des marais. On leur disait que il y avait un cheval blanc qui était drapé, donc qui avait un drap, et qui enlevait les enfants. Donc on l'entendait avec le bruit de ses pas au galop. Quand les enfants sortaient pour venir le voir, ils montaient sur lui et on les revoyait jamais. Voilà. Allez, je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais les lacs roses qu'on peut voir ici ou ailleurs, alors se développent au fur et à mesure de la chaleur. Donc ici, évidemment en été, c'est là où vous pourrez trouver des salins très très roses, et ils sont roses grâce au développement d'une algue qui est chargée en carotène, et cette algue qui devient rouge nourrit des petites crevettes qui pullulent ici. Ces crevettes, eh bien, en absorbant l'algue, rosissent, et puis après elles sont avalées par les flamands qui sont blancs à la base et qui deviennent roses à force de manger ces petites crevettes. Et donc ici, c'est vraiment la terre des flamands roses. On en verra certainement plus loin. J'ai pas parlé de barrière horaire sur cette course parce que j'en ai pas vu. On nous a donné hier un ticket. Ah oui, alors je parlais de l'orga, tiens. L'orga, ça a été vraiment super bien organisé. On a reçu en temps et en heure toutes les informations qu'il fallait. On a eu ce très beau t-shirt. Et puis je sais qu'on est choyé parce que
On aura pour les finishers une médaille, un gobelet et puis un petit sac de goodies. Donc j'imagine un petit pot de sel. Mais voilà, donc pas de barrière horaire. Et j'ai vu qu'on pouvait reprendre, on pouvait venir récupérer nos sacs jusqu'à 19h. Donc est-ce que ça veut dire que on a jusqu'à 19h pour finir? C'est possible. En tout cas, bon, sauf pépin, je devrais être arrivé. Alors je m'y connais pas en marais, je m'y connais pas vraiment en sel. Je sais que la fleur de sel, celle qui est ramassée en surface, je crois qu'il faut des conditions très particulières de vent, d'hydrométrie. C'est pour ça que c'est un peu un sel précieux. Et puis le gros sel, je crois que c'est ce qui retombe en bas, qui doit se coaguler, j'imagine. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment important le sel, déjà pour donner du goût, mais aussi parce que le sodium, c'est un nutriment très important pour la santé. Alors avec modération évidemment, mais voilà, pour l'hydratation notamment. Voilà, aujourd'hui si j'ai des crampes, bon, je remettrai la langue dans un marais et ça devrait repartir. Alors c'est parce que c'est vert quand même ici qu'il faut que je vous parle que la flore est protégée. On y trouve du thym, enfin des herbes provençales, hein. Pas de mystère, pas de secret. Et puis je crois avoir lu qu'il y avait 400 espèces d'oiseaux ici. Donc faudra que je revienne avec Cédric, parce que pour l'instant je suis limité à la colombe turque, aux pigeons, à biset, aux 7 races de corbeaux. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. Et puis j'ai été rejoint, j'ai été rejoint Frédéric, il m'a fait l'extérieur. Voilà, dans une courbe, il a pris virage serré, il a freiné au dernier moment et il est passé. Salut Fred. Bonjour. Bon alors Fred, c'est la locale légende, hein, d'ici. Et c'est trop bien que je l'ai rencontré parce que il me parle un petit peu de la vie d'ici. Lui, il habite à 500 mètres du départ. Et donc, il m'a raconté un petit peu, jusqu'à présent, notre parcours. Le vent qu'on allait avoir aussi. Ça, c'est... Hop, attention, ça va? Ça va. C'est une tentative d'accélération. Et il est venu quand même se faire un 58 bornes à domicile. Pour la beauté du paysage. Ouais, c'est vrai. De courir à domicile. Et de faire des rencontres aussi, des gars sympas qu'on croise sur le parcours, quoi. C'est vrai, c'est toujours ce qu'on... C'est l'essentiel. C'est vrai. C'est l'essentiel. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter, Fred? Qu'est-ce qu'on peut savoir ici qu'on nous dit pas? On peut savoir, ça vient du Midi, une très vieille entreprise locale qui a récemment basculé, récemment, il y a quelques années, parce qu'il est du côté américain, qui ont privilégié un peu le tourisme, la visite des lieux, et voilà, seconde, la culture du sel qui continue. Et ça c'est bien parce que le sel, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une industrie qui fait vivre une région. Allez donc, on était en train de dire avec Fred que eh ben oui, ça faisait vivre quand même une région, le sel ici, et que moi je disais que plus qu'une
plus que dans nos assiettes, hein. On le retrouve le sel même à la montagne, puisque ça sert aussi à déneiger nos routes. Donc nos amis qui font du D+, dans les Alpes, eh ben, vous pouvez accéder à la montagne aussi grâce au Salin d'Aigues Mortes. Quand même classe. Et on arrive au 10e kilomètre. Donc moi je faisais une méthode Cyrano, mais là je vais aller jusqu'au Le Ravito et je crois au 11e. Il y a un point d'eau au 11 je crois. Donc je vais aller jusque là. Ça sera très bien. Dis-moi alors Fred. Ah, donc là, on a dit aller à tous les canaux. Ils vont remplir les tables salantes jusqu'à mai-juin. Et après ils vont laisser le vent faire son travail d'évaporation pour récupérer le sel, quoi. Donc le gros sel, le sel routier, et aussi à la surface récolté par les sauniers, à la main la fleur de sel qui va être récupérée et mis en vente. Et ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure, je ne le savais pas, et Fred est arrivé comme un sauveur. C'est pas de la neige. Et Fred me disait qu'on voyait le Ventoux quand c'est un peu plus clair, et ça l'est. Et sur le Ventoux, eh bien, il y a de la neige. Aujourd'hui, c'est les championnats de France. On aurait pu croiser Marie-Charlotte. Elle aurait performé, mais elle est un peu moins bien en ce moment avec sa cuisse. Ça l'empêchera pas de battre tout le monde lors de la prochaine course. Mais bon voilà, aujourd'hui c'était mieux qu'elle reste au chaud avec le beau gosse du village, alias Cyril. D'ailleurs ça me fait penser qu'on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour le trail du Castellas de Saint-Victor-Lacoste. On est fragile, ben, je crois qu'avec Fred on est parti pour faire un peu plus que prévu, parce qu'on est perdu. Il y a un vrai problème de balisage. Alors soit on a raté un moment, pourtant on suit des drapeaux puis on n'en trouve plus, et là on est déjà au 14e et on n'a toujours pas de ravito en vue. Donc bon bah ça sera une sortie plus longue que prévu, mais on reste motivé. Ah voilà, après s'être égaré, on a quand même, on arrive quand même au ravito, hein, et les ravitaux sont bien. Vous avez le droit. Merci. C'est bien fourni. Bon courage. Servez-vous si vous avez faim. Ah oui, monsieur. Bah oui. Regardez les princesses. C'est vous les fées des salins? C'est ça. Voilà, bah voilà. On m'avait parlé de la légende, mais il n'y aurait pas besoin, ça se voit. Merci mesdames, messieurs, dames. Merci la protection civile. Bon courage. Et puis on va repartir. Hein. On est officiellement bon dernier là. Hein. C'est marrant, on passe d'un paysage à l'autre. Là c'est très vert. Et de l'autre côté, et ben c'est très blanc. C'est donc très beau. Je rigolais tout seul parce que je viens de repenser à lorsqu'on arrivait à l'envers avec Fred sur le ravito du 13. On est arrivé par le mauvais chemin. Il y a une dame qui m'a dit c'est le retour du 58. Ça veut dire que en me voyant, elle n'a pas hésité une seconde à se dire que peut-être j'étais en tête du 58. Ben pour ça, je lui fais un gros bisou. Merci. Allez, on a encore changé de revêtement, puisque là on est sur du sable. Ça nous prépare à la plage tout à l'heure. Allez, je vous parle
de Louis IX. Donc Louis IX, il a été roi. Il n'était pas prévu roi parce que c'était un second né. Sa mère, c'était Blanche de Castille. Une figure dure et très religieuse. Et en fait, c'est vrai que chez Louis IX, il y avait bien Louis VIII, son père, qui était allé faire la guerre aux Albigeois. Mais la grand-mère de Louis IX, c'était Éléonore d'Aquitaine. Elle, c'est la bosse finale. Elle met à l'amende tous les rois de France. Et donc, élevée par cette grand-mère, enfin, du moins, par cette mère qui était très pieuse, eh bien, il s'est retrouvé roi à 12 ans, puisque son frère aîné est décédé prématurément. Et donc, la régence a été occupée par Blanche de Castille jusqu'à ce que Louis IX grandisse, et il a été élevé dans la religion la plus ferme, et il a été très pieux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul roi qui a été canonisé, c'est pour ça qu'on l'appelle Saint Louis. Et durant sa période de jeunesse, on disait qu'il était très très proche des moines. Il avait hésité même à faire une vie monastique, mais bon, c'est le roi de France, il avait quand même des choses à faire. Et donc il est tombé très malade. Alors je vous parle d'un point de vue religieux, mais à côté de ça, on disait que c'était quand même un roi assez barbare, hein. C'est-à-dire qu'il torturait et il tuait tout ce qui ne disait pas amen à sa façon. D'ailleurs, Louis VIII, son père, c'était la même raison pour laquelle il était allé combattre les Albigeois. Donc à l'époque, c'était pas rose pour tout le monde, quoi. Enfin bon, ceux qui étaient catholiques, eh bien, étaient du bon côté. Et ce roi a fait quand même beaucoup de choses pour les pauvres, donc des hospices, donner à manger à tout le monde. De ce côté-là, c'était quand même cool. Bref, il est tombé très malade et tout le monde le pensait condamné. Et puis il a récupéré, il est revenu en forme, et donc il a vu ça comme un signe de Dieu. Et il s'est dit, pour le remercier, eh bien je vais reconquérir Jérusalem, la Terre Sainte. Et pour cela, eh bien il lui fallait un port en France, sur le royaume de France. Et la France n'était pas ce qu'elle était. On commençait à le savoir maintenant. Mais au XIIIe siècle, eh bien il y avait le royaume de Provence, et puis la Castille-Aragon, l'Espagne actuelle qui prenait jusqu'à Toulouse. Donc en soi, il n'y avait pas d'accès à la mer pour le royaume de France. Donc Louis IX a racheté des terres à une abbaye, à l'église. Il avait la cote avec l'église en même temps, avec tout ce qu'il faisait. Et donc poussé par le pape, eh bien il a racheté les terres d'Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, ça veut dire eau morte. Donc c'est là où il y avait ces marais. Et il y a construit la ville, une ville fortifiée, en y mettant en premier lieu la tour de Constance. On en reviendra plus tard pour l'histoire. Et il a fait eh bien un port ici. Il est parti après avoir monté une armée. Il est parti pour la 7e croisade. Il s'est retrouvé en Égypte et donc surpris un petit peu. Alors à l'époque, la dynastie en cours, c'était les Ayyoubides. Et c'était Saleh el-Ayoub qui est décédé durant cette croisade, qui est décédé de maladie, qui n'est pas décédé de combat. Et ils ont été surpris en fait, les Égyptiens. La ville de Damiette a été conquise, et c'était la première ville qui a donné accès au Nil depuis la Méditerranée, donc une ville importante. Mais après, c'est les Mamelouks qui ont pris le pouvoir, on va dire. Ils avaient un général des armées qui était très fort, qui a été très longtemps
J'ai oublié son nom, tiens, ça m'est échappé. Je vous le mettrai en commentaire. Qui a été longtemps le sultan des Mamelouks. Et eh bien, une fois qu'ils se sont regroupés, bon, ils ont éclaté tout le monde. Et ils ont fait prisonnier Louis IX. Et ils l'ont, plutôt que de le tuer, ils l'ont échangé contre une rançon importante, plus la ville de Damiette qui avait été conquise. Et puis ils l'ont renvoyé chez lui. Et notre Louis IX, eh bien, s'est dit, on peut lui reconnaître ça, je vais y retourner. Donc, tant qu'il se refasse une petite santé, enfin, on peut pas dire vraiment ça, mais bon. Eh bien, il est reparti pour une 8e croisade, avec un plan un peu différent. Il s'est dit, je vais aller jusqu'en Tunisie, je vais mettre les Tunisiens dans ma poche, et après, tous ensemble, on va aller fumer les Mamelouks. Sauf qu'il s'est fait fumer avant. Et il est mort de maladie, donc de dysenterie, de scorbut, on ne sait pas tellement en fait. Et puis voilà, et puis alors, la folie de cette époque, c'est que il a été rapporté et puis sanctifié plus tard. Mais comme c'était un roi, et ça se faisait à l'époque, on a fait bouillir son corps dans du vin et on l'a éparpillé, donc son cœur est à un endroit, ses dents un endroit, enfin un truc un peu sordide quoi. Et bon voilà, la triste fin de Saint-Louis. Voilà. Et ben on est pas mal hein, de ce côté de l'histoire, 13e siècle. Je vous parle pas de l'invasion mongole, hein, ça sera pour une prochaine fois, prochaine course. Et allez, encore un paysage différent. Alors que je suis au 26e. Donc 24e je pense pour le niveau de la course. Alors là je suis vraiment tout seul. Hein. Wouh! Allez mes fragiles, heureusement sur mon chemin j'ai trouvé Auria, Paul et Alexis. Merci. On est au ravito du 23e. Non, tu me roules. 25e. Bon, presque la mi-course quoi. En tout cas, ça se passe bien. Il y a du tuc. Enfin, il y a vraiment de tout. Hein. On est bien servi. Et avec le sourire. Le tuc c'est la vie. Le tuc c'est la vie, c'est vrai. Après, on manque pas de sel ici. Hein. Alors. Hein, de ce côté-là, on est pas mal. Allez, j'ai fait le plein. Je repars. Merci à tous. Allez, bon merci, à bientôt. Mes fragiles. Allez, je suis au 31e. Pour ma montre en tout cas. Et en fait, je peux vous dire que, alors là, j'en profite. Mais on va avoir donc 30 km environ de vent de face au retour. Et c'est pas la même. Hein. Alors l'avantage, c'est que avec le vent, on a l'impression qu'on va vite quand on court. Mais ça n'est rien du tout. Hein. Donc voilà. Allez, je profite qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous parler de la Tour de Constance. Et donc, après la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, ça a été en France la chasse aux protestants, aux huguenots, aux réformés, quoi. Et donc, je vous l'avais déjà dit sur la Veni Vici, mais l'Occitanie, les Cévennes, ça a été une vraie terre de protestants. Et les soldats ont enfermé dans la tour de Constance d'abord des hommes puis des femmes, puis après seulement des femmes, simplement pour leur faire abjurer leur foi, pour qu'ils reviennent au catholicisme, et une parmi tant d'autres, c'est Marie Durand. Marie Durand, elle a été enfermée
à l'âge de 19 ans dans cette tour. Et on lui a dit, on te laissera sortir quand tu auras dit que tu changes ta religion. Et elle n'a pas cédé. Elle y est restée pendant 40 ans. Enfermée, entassée, sans lumière du jour ou très peu. Enfin, vous pouvez imaginer les conditions de détention de l'époque. Et pourquoi elle est connue? Parce qu'elle a gravé, certainement avec un clou, sur l'oculus. C'est-à-dire si vous visitez la tour, ce que je vous conseille de faire, eh bien, il y a une espèce de hublot central. Et en fait, elle a écrit, elle a gravé résister, enfin résister. Et elle y est restée 40 ans. Elle est sortie après des manœuvres plus tard d'un duc, me semble, qui voulait sortir de toute cette misère. Elle est ressortie, elle est retournée chez elle, dans ses Cévennes, comme si de rien n'était. Et elle est morte 8 ans après. Voilà, un grand courage, encore une femme qui nous montre du courage. Eh bien, il va falloir résister aussi pour nous dans d'une autre façon. Mais il va falloir résister sur ces 30 derniers kilomètres. Allez, à toutes. Allez mes fragiles, vous n'allez pas me croire. Je trouve encore un Cyril. Sur les courses, il n'y a que des Cyril finalement. Cyril c'est prédisposé à la course. Et ils sont tous pareils. Ils sont tous sympas. Alors Cyril, on est bien. Pour les 5 encore ça va. On a quelques temps, mais pour les 5 encore ça va. Ouais. Cyril, toi t'es d'où? Régional de l'étape, moi j'habite vraiment à Vergès, mais j'ai une petite terre sur Aigues-Mortes, donc je suis d'accord, ouais. vrai régional quoi. Allez, parce que oui, Vergès c'est la source Perrier, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc vraiment tout à côté. Et donc Cyril, il me racontait qu'il avait déjà fait le Transcamargue. Et on était en train de dire que, eh bien, le biotope, enfin vous l'avez vu sur la vidéo, c'est tout le temps un peu différent, donc on s'ennuie pas tant que ça. Hein. On arrive à la mer. Et on arrive à la mer. Ah là, magnifique. En beauté avec Cyril. Merci Cyril. Allez mes fragiles, regardez ça, comme c'est beau. C'est vrai que les sudistes, ils ont quand même de la chance. Hein. Tous l'été on vient là, en bateau, Ouais. tout le monde. Ah ouais, c'est sûr que Si bateau comme ça, ça te donne envie de... voilà. Et donc ça c'est une plage privée. Hein. Ça appartient au salé, ouais. Ouais, ça... On peut pas le traverser, c'est pour ça qu'on peut venir qu'en bateau. Ouais. Donc on foule. Les autorisations, les salariés des salins ou des cartes avaient, je crois que maintenant ils nous emmerdent un peu plus, mais à l'époque, nous Ouais. les collègues qui travaillaient, on venait pêcher un peu. Ouais, ce que me disait Fred là un peu plus, qui était avec moi. Et après, sinon, c'est d'ailleurs ce qu'on fait sanitaire. Moi, c'est pour ça que même à l'époque du Transcamargue, je l'avais fait parce que là, si tu vas pouvoir les traverser, Ouais. tu n'auras plus jamais l'occasion de ta vie, hormis de faire la course. Ouais, ouais. À part si tu bosses dans leur truc et encore, Ouais. même les salariés du salé, ils vont pas tous. Hein. Alors attends, je sais pas si avec le vent, je sais pas si on a entendu, mais Cyril est en train de nous dire que ces chemins sur lesquels on va marcher jusqu'au bout là, c'est privé, ça appartient aux salins et en fait t'as jamais l'occasion d'y venir, même certains salariés n'y ont pas droit, donc c'est vraiment ouvert que pour la course. Donc c'est parti là. Bon, la mer on peut y arriver en bateau, mais ici eh ben, on n'y marche jamais, donc on est privilégié. Merci Cyril de cette info. Je suis au ravito du 30, combien on a dit 36 36. 36, mais comme
ces beaux garçons en maillot saumon aiment ta pub. Bah, je vais faire de la pub. Regardez, ils sont beaux. Ils ont des beaux maillots. Ouais, les maillots, parce que le reste, ils sont un peu cramés. Alors moi, je regarde que les maillots, mais les garçons sont beaux aussi. Hein. Et en plus, c'est des comme moi. Ils viennent d'Isère. Alors c'est bien plat pour eux aussi là. Hein. Ah oui, Mais ils prennent du plaisir pareil. exactement. Ça nous change de nos montagnes. Voilà, bah aime ta pub. Hein, on donnera, je mettrai le lien là en bas. Et on retrouvera ça du côté de la côte Saint-André. Exactement. Voilà. À Marcilleul, À exactement. Marcilleul. Et ça touche tout le bassin isérois. Grenoble et tout. C'est ça. Voiron, machin. Là, on a la fragile de l'étape. Mais parce que moi je suis de la team fragile, hein. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Des fois, il y a la régionale de On l'étape. va dire le contraire, je suis assise donc j'attends. Bon, bah écoute, on te souhaite en tout cas bravo d'être arrivé jusque là. Bon courage. Et puis bien longtemps avant nous en plus. Moi je suis sur le 42. Ah bah, 42 c'est déjà bien. Hein. Et puis Je rappelle, 42, ça va voir. ah ouais. Ah, et je suis Saint-Etienne. Oh purée. Ah, ça sera coupé au montage. Moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et puis donc on a le diocèse d'Où. C'est les frères de l'œuvre de l'étoile. Les frères de l'œuvre de l'étoile, qu'est-ce que c'est? Une école. Diocèse de Nîmes. Diocèse de Nîmes, pardon. Une école catholique. Oui, on serait douté. Eh ben merci d'être à notre service. Très bien l'organisateur et donc il est notre professeur de sport. D'accord. Donc il nous a demandé de venir Eh ben, ouais. Et vous êtes venus en bon samaritain. Voilà, ça va. Allez, on est 40e, donc 38e. Il reste 20 km et il y a beaucoup de vent, c'est dur. C'est dur, mais c'est toujours aussi beau. Oh mais fragile ce vent, il m'épuise. Ah, je me suis arrêté avant les 2,5 km, c'est-à-dire à 1 km 800, parce que je suis épuisé, le vent me flingue. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas de la boue ça, Voltaire. Une autre sorte de bitume. Allez, je profite de ce moment de fatigue. Il doit rester 11 ou 12 km. Et c'est dur là, j'ai un peu les jambes en vrac. Je vais bien me ressourcer au ravito. Bon, c'est fini, hein. C'est les derniers bornes, on sait que c'est cadeau. Mais le vent de face là, on y laisse énormément d'énergie. Donc, je voulais vous raconter, je voulais vous dire tout à l'heure de vous plonger dans l'histoire. Je vous raconte mes petites connaissances, mais rien de mieux, rien de tel que de vous intéresser à l'histoire. L'histoire de France, évidemment, parce que ça nous concerne, puis l'histoire au sens plus large, parce que la vérité n'est pas toujours celle qu'on entend. Elle se trouve pas toujours de notre point de vue en tout cas, mais c'est important de parler d'histoire, de connaître l'histoire pour pas répéter les mêmes erreurs. C'est toujours les mêmes cycles. Et à Aigues-Mortes, il y a quelque chose qu'on a pris et qu'on n'a pas mis sous le tapis. C'est le massacre des Italiens. Donc fin 19e, 1892, quelque chose comme ça. En fait, il y avait une relance un petit peu de l'industrie, mais en même temps, il y avait beaucoup de besoin de main d'œuvre et de la main d'œuvre à bas prix, parce que les gens n'étaient pas prêts à venir faire la récolte du sel. Donc on avait des gens qui étaient un peu des sortes de repris de justice,
et puis des Italiens qu'on avait fait venir. Et il s'avère que il y a eu des échauffourées l'été propices à la montée de la violence, on va dire, sous cette chaleur caniculaire. Eh bien, il y a eu des échauffourées entre... Bravo! Des échauffourées entre ces Français et ces Italiens. Et une folle rumeur est partie en disant que il y avait un Italien qui avait tué un Français. Ça a fait monter une espèce de violence populaire, et bien sûr sans vérifier ce qu'il en était. Et ça a été le lynchage des Italiens. Donc les gendarmes sont pourtant arrivés très tôt pour séparer, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Les Italiens sont allés se réfugier dans une boulangerie à Aigues-Mortes. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais il y avait encore des gens justes et braves qui les ont pas mis au sacrifice, mais d'autres qui n'avaient pas pu se réfugier, eh ben, ont été lynchés, massacrés. Et on a parlé dans le monde entier. Et au procès des Français, tout le monde a été acquitté, personne n'a été condamné. Et ça, évidemment, c'est dégueulasse, c'est détestable. Et ici à Aigues-Mortes, eh bien, on l'a pas caché. Et c'est connu cette histoire. On peut la lire un peu partout. Et donc c'est bien de savoir pour pas que ça recommence. Voilà. Allez, on finira quand même cette course sur des choses plus sympas, hein, je vous rassure. Allez, à toutes. Eh ben bravo le ravito du 48, pareil que vous êtes les meilleurs. Ah ouais. Bravo à vous. Bravo à vous surtout, bravo à vous. Et merci, merci, bravo à vous, parce que sans vous on n'est pas là. Hein. Eh oui. Voilà, donc bravo, merci aux bénévoles, merci à la protection civile. Ça, que sans nous, ils sont pas là non plus. Oui, c'est vrai. Voilà, exactement. C'est vrai. Et donc il nous reste 10 km. Et avec le D+, qui nous attend. C'est ça, hein, je crois. Fragile. J'ai été rattrapé. Elle a vu que j'étais à l'agonie. Elle est venue m'aider. Ça doit être ça, oui. Sandrine, triathlète, qui vient profiter, comme un peu nous tous, de ce cadre merveilleux. Et voilà, on était... voilà. On a papoté, le temps de se remettre les idées en place. Il nous reste 10 km. Et on est au bout. Et on est au bout. Et Sandrine, voilà, elle est typique du coin, c'est-à-dire que elle sourit tout le temps. Elle a un gros accent. Et elle a un gros accent et elle fait plaisir. Sandrine, tout va bien donc cette course? Super, écoutez, c'est magnifique. Ouais. Le vent qui nous empêche un peu, là on est un peu abrité, c'est parfait, on profite. Ouais. Mais le paysage est magnifique et puis les participants sont très sympas. C'est impeccable. Ouais, c'est vrai qu'on a rencontré aussi des gens très, très sympas. Ouais. Les ravitaux étaient bien fournis et les bénévoles nombreux et sympas. Et puis voilà, hein, on est bien content de ça. Voilà. Et donc un triathlon prévu ou pas cette année? Normalement, le triathlon du Lévézou au mois d'août. D'accord. Alors sur le format S, je pense cette année. Oui, c'est voilà, déjà pas mal. Hein, c'est parfait. Parce que nous, on le sait que les triathlètes, c'est une autre race. Hein. Alors à mon niveau, c'est juste mal faire 3 disciplines. Alors, je vais répéter parce que avec le vent, je suis pas sûr qu'on l'a entendu. Elle a dit, à mon niveau, c'est juste mal faire 3 disciplines. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il faut y aller quand même. Bah bravo Sandrine, bravo à toi. Merci, bonne course. Merci. Mais fragile. Bon, l'arrivée est là-bas. J'entends le speaker. Et on va faire le tour. Je pense qu'on monte sur la Camelle de Selle. Donc, le défi du jour, c'est est-ce que j'arrive à le monter en courant ou est-ce que je suis un fragile? Bon, vous avez un peu la réponse, mais je vais quand même le tester en courant. Et donc il nous reste environ 2 km et demi, 3 km.
à toi aussi de passer la vidéo. Vous n'allez pas me croire, j'ai plus de batterie sur la caméra. Mais comme on arrive à la Camelle de Selle, bah je vais filmer. Parce que si j'y arrive, vous n'allez pas me croire. Et donc je vais faire la montée. Et puis je finirai aussi l'arrivée avec le téléphone. Voilà. Allez, on n'est plus très loin. Allez, je vous reprends après. C'est un panda. Oui. Vous êtes d'où? Bravo. On s'est pas vu, dis-moi. C'est vrai, il me semble bien, ouais. Bravo, champion. Ouais, ça monte, allez, on est au bout là. Merci. C'est la seule à m'applaudir. Hein. Merci. Merci. Oh, mais c'était dur. Réussi. Réussi, mais je suis mort. Allez mes fragiles, on a couru dans tous ces marais. Pour vous donner une idée, la taille des marais du domaine, c'est la hauteur de Paris. Allez mon Jacques, allez. Bravo champion. Mes fragiles, j'ai été déposé sur les derniers mètres. Jacques qui m'a fait que me doubler et qui m'attendait pour me redoubler. Et bien sur la fin, il m'a déposé tel une fusée. Est-ce qu'on peut le remercier? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Je m'excuse. Et Muriel? Ça s'est bien passé Muriel? Ouais, super, le vent en face. Ça va pas décoiffer, ça va. C'est vrai qu'on a eu 30 km de vent de face. C'était une sacrée épreuve. Ça va? T'es venu encourager? C'était bien? Oui. Impeccable. Ça m'a donné envie. Et vous êtes venu encourager? Bravo. Merci à vous. Merci Jacques. Allez, Cédric, qui nous vient de Belfort, le lion de Belfort. Le lion de Belfort. 58 km, même pas fatigué. Pas mal, pas du tout. C'est ça les mecs de Belfort, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Voilà, Pierre Villemar, c'est un bel exemple. Il a tout dit. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Super. Nickel, ouais. Ça t'a plu? Début de saison, tranquillement, ouais, c'est sympa. Ouais. Juste que je connais pas du coup le coin, je connais pas du tout la course. Et on te retrouve où alors? Prochaine course? En prochaine course, la Transylvania 100K en Roumanie. Oh, d'accord. Je vais faire un ultra là-bas le 23 mai. D'accord. Ensuite, on va me retrouver le 26 juin sur le grand raid de l'ultramarin. D'accord. Bravo pour avoir eu le dossard, t'as dû bien galérer. Ah, c'était la galère pour le dossard. Après, on va me retrouver sur l'Infernal Trail des Vosges en septembre, sur un 130 km. Ah, j'y serai aussi, sur le 130 en plus. Ah ouais? Ouais. Eh ben, on se verra sur le 130. Trop bien. L'Infernal Trail des Vosges, sur le semi-marathon du Lyon. Et sur la Veni Vici aussi. Veni Vici, magnifique. Mon dossard là pour octobre-novembre. Superbe course. Ouais, je vais voir, je connais pas du tout. Eh ben, tu vas te régaler, crois-moi, Donc c'est voilà mon super. programme de cette année. Eh ben super Cédric, merci beaucoup. Au plaisir.